Bonjour Hafed Boutaleb, merci d'être en direct avec nous dans cette édition matinale de Média TV. Vous êtes expert en relations internationales. Le G20 avait lieu ce week-end en Afrique du Sud avec une déclaration finale qui a même été signée, si j'ose dire, avant même la tenue du sommet. Et pendant ce temps, il y avait la COP30 qui peinait à accoucher d'un accord qui finalement, d'ailleurs on s'en est rendu compte, a accouché d'une souris. Voyons, si vous voulez bien, ces deux sommets en parallèle. Alors la COP30 particulièrement parce que vous y étiez à Belém, au Brésil. Oui. Vous avez assisté aux discussions, aux négociations, aux atermoiements et in fine, ce très très petit accord qui n'est absolument pas contraignant, qui ne met pas fin aux énergies fossiles, qui regarde à peine d'ailleurs de ce côté-là. Comment est-ce qu'on peut estimer qu'une telle réunion ait pu se terminer ainsi? Est-ce que c'est un manque de bonne volonté ou alors c'est un poids croissant des climato-sceptiques? C'est vrai que bonjour déjà Rachid, merci pour l'invitation. C'est vrai qu'aujourd'hui on constate clairement l'impact de cette montée des populismes entre 2015-2020, incarné vraiment par le personnage de Donald Trump, mais aussi Javier Milei en Argentine, Bolsonaro au Brésil, avant prédécesseur donc de Lula da Silva aujourd'hui au pouvoir. Et on sent vraiment cette décomplexion de ce discours climato-sceptique. La COP, toutefois, n'accouche pas vraiment d'une souris. Vous savez, on attribue trop d'espoir à la COP. La COP est un événement annuel qui va s'inscrire dans une longue lignée d'événements. Nous sommes à la COP 30 aujourd'hui. L'action climatique date donc de presque 30 ans. Vous vous souvenez, le protocole de Kyoto au milieu des années 90, et ça a démarré à partir de là. Est-ce que en 30 ans, on peut véritablement mettre un terme aux effets d'un changement climatique qui date, lui, de 150 ans? Ça paraît difficile. Mais c'est vrai qu'on aurait espéré de cette COP déjà une déclaration un peu qui revienne comme celle de la COP 28 à Dubaï, où il avait été clairement, et pourtant les Émirats sont un pays exportateur d'hydrocarbures, mais pourtant il avait été clairement mentionné dans la déclaration finale, ou dans le texte final adopté, que la sortie des énergies fossiles était un objectif clair. Et donc, depuis cette déclaration, la COP28, il y a eu la COP29 à Bakou et aujourd'hui la COP30 à Belém, il n'y a plus eu ce même enthousiasme. Bien au contraire, l'année dernière, le pays en hôte était un pays exportateur d'hydrocarbures, avait tout fait, malheureusement, pour bloquer cette déclaration-là. Et cette année-là, ce blocage de la présidence de l'an dernier a été considéré comme un acquis par les défenseurs des énergies fossiles et qu'il ne pouvait plus revenir à celui de la COP28, ce qui sont vraiment un recul considérable. Et donc aujourd'hui, ce que la COP30, la présidence de la COP30 a préconisé par rapport aux énergies fossiles, c'est un plan à chaque pays de venir produire son propre plan ou présenter son plan pour sortir des énergies fossiles. Vous imaginez donc, comme vous le disiez Rachid, zéro contrainte pour pousser les acteurs fossiles à sortir. Mais plus grave que cela, certains articles sont sortis sur la presse pour dénoncer l'intervention de plus en plus importante de lobbyistes pour les énergies fossiles. Certains même parlent d'un événement qui est en réalité complètement qui a été ravi par les extractivistes, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc aujourd'hui, il est important quand même, je pense, pour les prochaines sessions de la COP, de rappeler que c'est vrai, ces pays qui militent, et une seconde Rachid, ces pays qui militent pour sortir, pour ne pas pointer du doigt les énergies fossiles, vont souvent donner beaucoup d'argent pour réparer les conséquences des émissions de CO2. Mais il faut aussi quand même s'attaquer à la raison, à l'origine de ces émissions-là. Ce sont donc les énergies fossiles, évidemment. Oui, alors continuons parlons de la COP30 si vous le voulez bien, avant de s'intéresser au G20, même s'il y a quand même un lien entre les deux. Est-ce que vous avez vu, vous, à Belém, des négociateurs arriver un peu le couteau entre les dents, c'est-à-dire avec des lignes rouges sur lesquelles il était hors de question d'avancer ou de reculer? C'était pas possible et c'était comme ça, et donc ce qui finalement laisse une marge de manœuvre pour les négociations qui est quand même assez réduite.
Ben, j'aurais voulu, Rachid, avoir un scoop pareil et avoir rencontré un négociateur qui m'aurait fait cette confession. Mais les négociateurs sont très prudents. Et même en tant que presse, on n'a pas vraiment le droit d'aller là où les négociations se déroulent. On peut observer de loin les sessions et écouter ce qui se dit sur les déclarations officielles. Mais on n'assiste pas vraiment, véritablement aux négociations. Ces négociations ont porté sur plusieurs sujets. L'article 6, comme vous le savez, pour véritablement asseoir donc la finance carbone, mais aussi il y a eu cet fonds pour la forêt qui a été promu par José Lula da Silva, le président brésilien, pour préserver les forêts équatoriales, les forêts vierges en général. Il y a eu aussi ce focus, parce que vous savez, on parle souvent du CO2, mais on ne parle pas des non-CO2, qui sont aussi des polluants. Et là-dessus, il y a de vrais résultats qui sont, parce qu'il n'y a pas un lobby très puissant en face. Et la réalité, si vous voulez que je vous revienne par rapport à votre question sur négociateur, personne n'oserait trahir la vérité du rapport de force. Le rapport de force est terriblement en faveur de ceux qui ont les fonds, de ceux qui ont les moyens, c'est-à-dire les pays développés. Ce sont eux. C'est pour ça qu'on a vu tripler les fonds qui seront dédiés à l'adaptation, c'est-à-dire destinés aux pays pauvres pour qu'ils s'adaptent à cette nouvelle réalité climatique, parce que les pays riches préfèrent donner à ces pays pauvres pour éteindre un peu les feux, plutôt que de s'atteler, comme je vous l'ai dit, à l'origine du problème. Alors cela dit, et vous parlez de financement, justement, les pays riches avaient promis, c'était à la COP 29 à Bakou, avaient promis 1300 milliards de dollars justement pour aider les pays pauvres à opérer leur transition énergétique et à se prémunir aussi contre les changements climatiques qui sont perpétrés par les autres. Et là, le financement n'arrive pas, particulièrement en Afrique, ou alors vraiment c'est très très peu, ce qui pour l'instant a été, si j'ose dire, déboursé. En revanche, au G20, qui se tenait en Afrique du Sud, là, il y a eu des décisions un petit peu plus concrètes. Finalement, est-ce que les décisions ne se prennent pas hors COP, les vraies? Alors, l'objectif de la COP, je vais vous dire, ce n'est pas nécessairement uniquement de venir avec une décision révolutionnaire. Vous vous imaginez bien que l'accord de Paris ne peut pas se répéter tous les ans. L'accord de Paris, c'était en 2015 et c'était un momentum considérable autour duquel les dirigeants de la planète se sont accordés. Parce que rappelons que pour un document final de la COP, c'est un document qui doit avoir l'aval des 194 membres. Donc, c'est à l'unanimité de 194 membres des Nations Unies. Hein. Donc, c'est très compliqué d'arriver à une unanimité pour 5 ou 10. Imaginez pour 194 pays membres. Et donc, aujourd'hui, quand même, COP30, il y a toujours l'accord sur rester à 1,5 degré, même si on l'a dépassé un peu légèrement, comme l'a rappelé la ministre Leila Ben Ali, de la perspective marocaine. Et il y a toujours l'alignement derrière l'accord de Paris. Donc, il y a des maximes qui sont maintenues par la COP. C'est vrai qu'au G20, on a pu voir plus grande fermeté, malgré l'absence des États-Unis dans les deux événements d'ailleurs. Mais la COP, c'est aussi toutes ces myriades d'initiatives qui sont prises chaque année et qui s'accumulent les unes après les autres et qui ne sont pas vaines. Il y a cette année cette décision sur l'industrialisation verte et avec comme cœur et point commun avec le G20, on va dire la décarbonation des réseaux électriques. Et la décarbonation des réseaux électriques est un des éléments les plus importants pour véritablement atteindre ce qu'on appelle une économie plus résiliente et plus respectueuse de l'environnement. Et là-dessus, effectivement, la COP reste un événement qui est aussi un forum, on l'a vu. Vous vous souvenez de cette émeute, entre guillemets, qui a eu lieu des populations indigènes, que Simon Steele rappelle dans le document final comme étant, ce sont eux les gardiens de la nature partout. Et il rappelle qu'il y a quand même un demi-milliard aujourd'hui de populations autochtones indigènes qui sont directement liées à la nature, directement en contact avec la nature et qui souffrent et qui sont les premiers à constater la dégradation de l'environnement, de leur environnement naturel. Et donc, effectivement, ce forum-là, qui est la COP, qui permet à ces populations-là, qui permet à toutes ces initiatives-là d'avoir accès à l'international et qui crée le débat.
hein. Le G20 n'a pas que pour vocation le climat et l'environnement, même si vous voulez mon avis, et de toute manière on peut le constater, ce sont là des sujets qui vont prendre de l'ampleur de plus en plus, étant donné effectivement l'importance et l'impact de plus en plus accru que nous constatons aujourd'hui. Ce n'est plus limité que dans les pays du Sud, comme nous au Maroc, où on constate une pluviométrie de plus en plus faible, mais aussi on le constate maintenant dans des pays riches comme plus au nord, l'Espagne, ou aussi le sud de la France, où la sécheresse est de plus en plus présente dans les rivières du sud qui s'assèchent en été. Ouais. Alors, des décisions ont quand même été prises, ou en tout cas actées, un accord a été conclu, cette fois en Afrique du Sud pour le G20, on vient d'en dire quelques mots. Ça s'est passé en l'absence des États-Unis, de la Chine, de la Russie, de l'Argentine, ou alors ils ont envoyé vraiment des seconds couteaux, c'est-à-dire des gens qui ne pouvaient pas véritablement être décisionnaires. Qu'est-ce qu'on peut penser justement de ces grands rassemblements comme le G20 ou la COP, qui, encore une fois, on l'a dit, malgré tout, qui n'a pas répondu à toutes les espérances. Est-ce que là, pour le G20, l'absence de certains de poids fait aussi peser certains doutes sur l'accord final? Finalement, ces grands rassemblements, ils sont encore utiles. Oui, oui, Rachid, il faut le dire. Ils sont importants puisqu'ils sont la base du multilatéralisme. C'est vrai que beaucoup de dirigeants du monde poussent vers plus de bilatéralisme. On le sait, la version de Donald Trump pour le bilatéralisme est une réalité, ou plutôt pour le multilatéralisme est une réalité. Il préfère dicter son choix à chacun des partenaires et ainsi de suite, et toujours mettre en avant le rapport de force qui sera nécessairement favorable aux États-Unis. Mais ce n'est pas le cas de tous les pays, plusieurs pays, de petits pays insulaires, des pays, par exemple Simon Steele, dont je vous parlais, qui est le secrétaire général de la CNUC, donc le président de la COP d'une certaine manière pour résumer. Il est originaire de la Barbade, un pays de 100 000 habitants. Sans cet forum, de tels pays ne seraient pas du tout placés sur la scène internationale. Or, aujourd'hui, étant donné qu'ils souffrent des effets du changement climatique, ils ont une voix. Donc, le multilatéralisme, ne tombons pas dans le piège du populisme, est important. Il est une construction commune, mutuelle, de longue durée, qui a commencé depuis le 19e siècle, qui a connu son paroxysme avec la création des Nations Unies. Et s'il y a en plus à côté, alors la COP dépend des Nations Unies, ce n'est pas le cas du G20, mais s'il y a à côté en plus des organisations comme le G20 qui se créent, eh bien tant mieux. Aujourd'hui, le G20 s'est tenu en Afrique. C'est la première fois que le G20 se réunit en Afrique. Peut-être ce qui peut expliquer ses absences. Bon, la Russie, on le sait, Vladimir Poutine est sous le coup d'un mandat d'arrêt international, mais pour la Chine, l'absence des États-Unis, vous savez, la Chine a aussi été, c'est pas nécessaire que Xi Jinping soit présent. La Chine était très présente pendant la COP, avec plusieurs VRP qui ont vendu la technologie. Donc, chaque pays va prendre ces événements, ces forums selon son intérêt. Nous savons que le réalisme est, en parlant pour parler de théorie de relations internationales, le réalisme est ou le post-néo-réalisme est de plus en plus proéminent, et chaque pays va tirer vers son propre intérêt. Ce ne sont pas ces événements qui en sont les coupables. Ce n'est pas en supprimant ces événements ou en les pointant du doigt que les choses vont s'améliorer. Hein. Ces événements, au contraire, ces forums internationaux vont au pire des cas, aplanir un peu les différends. C'est ce qui est déjà un très grand acquis. On l'a vu là, malgré l'absence de Donald Trump au G20 de Johannesburg et ses dirigeants, il y a quand même des déclarations fortes sur la résilience aussi climatique, sur la solidarité. Il y a deux mots sur lesquels j'ai envie d'attirer votre attention. Le mot mutirao qui revient, c'est un mot portugais qui revient dans la déclaration de finale de la COP 30. Ça veut dire solidarité, et aussi le mot Ubuntu qui revient là, qui vient donc de la langue zoulou et des langues bantoues en général, que l'on peut trouver même plus au nord de l'Afrique du Sud. Et Ubuntu, c'est connu en Afrique, ça veut aussi dire la solidarité, le travail commun. Et là-dessus, c'est autour de la sécurité alimentaire au G20 que ça a été mis en avant, mais comme je vous l'ai dit, il y a un vrai point commun. Les deux événements ont parlé de la nécessité de décarboner les réseaux. Et pour l'Afrique, un des objectifs de ce sommet du G20, c'est faire accéder à 300 millions d'Africains dès 2030 qui puissent accéder à l'électricité, et une électricité résolument durable. Oui. Alors,
On a dit de ce G20 qui se déroulait en Afrique du Sud que c'était l'occasion de réveiller quelque part l'Afrique en général, qui peut être une grande puissance comparée aussi aux autres continents, une grande puissance. Est-ce que ce réveil a eu lieu ou alors est-ce qu'il faut encore attendre ? Eh bien, écoutez, moi, je ne peux pas ne pas réagir à cette terrible nouvelle que j'ai entendue ce matin, dont vous avez parlé, Rachid, celle du rapt de 300 élèves au Nigeria. Et on voit que effectivement, c'est quand même colossal, 300 élèves et enseignants. Ce n'est pas la première fois sur fond de tensions interreligieuses. Et malheureusement, l'Afrique est toujours otage de, de, de ces de ces images de guerre, de droits de l'homme très peu respectés, voire jamais dans certains pays. On a vu ce qui s'est passé au Darfour, les exactions considérables. Donc, sortons un peu pour sortir un peu de ces discours et de ces grandes maximes. Je pense que le G20 finalement tenu par l'Afrique du Sud a échoué d'une certaine manière à véritablement rapprocher l'Afrique des agendas internationaux et faire dépasser les clivages. Nous, au Maroc, nous attendons une position, par exemple, de l'Afrique du Sud qui soit bien plus réaliste par rapport à notre réalité. Nous qui sommes en termes véritables, la deuxième ou troisième économie du continent, sommes toujours exclus par l'Afrique du Sud. Donc, disons-le clairement, les objectifs de Ramaphosa étaient surtout de briller et de renvoyer l'ascenseur à Donald Trump qui l'a humilié au bureau ovale. Cela étant, saluons quand même le fait que cette G20 ait lieu sur notre continent, avec un espoir que pour les prochains grands forums dans le continent, qu'il y ait plus d'inclusivité, moins d'idéologie, et donc là-dessus, il faudra attendre l'année prochaine, c'est aux États-Unis, ensuite c'est Europe, c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, saluons cet acquis-là pour le continent, même si beaucoup reste à faire, Rachid, à l'avenir. Est-ce que, alors au-delà de la politique, je vais vous poser la question, elle est peut-être un petit peu transversale, mais quand même, parce que ça reste politique, est-ce que, in fine, c'est pas aussi, quelque part, le sport, au-delà de la politique, qui peut aider à rassembler le continent africain ? Oui, oui, je suis d'accord. Nous organisons, Rachid, le mois prochain, donc cette Coupe d'Afrique qui va rassembler tout le continent, tous les événements sportifs qui mettent en avant la jeunesse de ce continent, parce que ce continent, c'est surtout sa jeunesse. C'est un continent où 700 à 800 millions de personnes au moins de 30 ans. Vous imaginez, donc c'est cette jeunesse qui doit être mise en avant par le sport, donc pour pouvoir porter les drapeaux de chacun de ces pays et donner de la fierté. On se souvient, nous, comment il y a eu un avant et un après la Coupe du Monde au Qatar, et cette percée marocaine à la Coupe du Monde au Qatar a aidé à mettre en avant ce dossier commun, Maroc, Espagne, Portugal, dans lequel aussi le Maroc porte un message de dialogue et d'ouverture vis-à-vis de nos partenaires du Nord. Donc oui, le sport est une revanche pour ce continent. Il a toujours été, on se souvient des événements de 1984, les Jeux Olympiques où nous avons été la première nation africaine à obtenir la médaille d'or. Et depuis, il y a eu toujours l'Afrique toujours présente au niveau de l'athlétisme, au niveau du football, et il faut encourager cela. Effectivement, c'est la revanche de la jeunesse, de cette jeunesse souvent laissée pour compte, mais en tout cas qui a des modèles à suivre, et je pense que ce sont des bons modèles à promouvoir. Et je salue aussi ces prix remportés par les Lions de l'Atlas, Achraf Hakimi et Rizlan Shebak. Bravo pour porter haut la jeunesse africaine, et continuons, je suis d'accord avec vous Rachid, continuons sur ce chemin-là. Et le Maroc veut célébrer l'unité, et le Maroc a bien raison. Merci beaucoup, Hafid Boutaleb, d'avoir été en direct avec nous dans cette édition matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales. Excellente journée à vous.